Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans ce nouveau format. Alors si vous débarquez sur la chaîne Artificialis, sachez qu'il existe aussi une autre chaîne, Artificialis Code, qui parle aussi d'intelligence artificielle, mais qui aborde des aspects plus techniques. Vous y trouverez donc des tutos, des revues d'articles scientifiques et des news sur les dernières techniques de l'IA. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à vous y abonner si ça vous intéresse. Mais la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, c'est une chaîne qui est destinée, elle, à un public totalement néophyte en intelligence artificielle. Alors ce nouveau format, qui s'appelle l'IA en bref, et qui est le premier de la chaîne Artificialis, a un objectif simple: vulgariser des concepts compliqués en intelligence artificielle de la manière la plus simple et de la manière la plus brève possible. Et tout ça donc destiné à un public qui n'y connaît rien, ou en tout cas pas grand-chose en intelligence artificielle ou même en informatique. Comme j'aurai probablement pas le temps de réexpliquer un concept pour en introduire un nouveau, je vais vous mentionner systématiquement les vidéos précédentes que vous avez besoin de regarder avant de regarder une vidéo. Et pour ce premier épisode, on va s'attaquer à un domaine de l'IA qui est à la base de technologies comme ChatGPT, ou encore les voitures autonomes, ou de nombreux produits qu'on retrouve dans nos smartphones aujourd'hui. Et ce domaine, c'est le machine learning, ou encore l'apprentissage automatique en français. Vous travaillez certainement tous les jours, ou assez souvent du moins, avec des ordinateurs. Concrètement, les ordinateurs sont des machines qui possèdent une mémoire et qui exécutent une énorme quantité d'instructions chaque seconde. Ces suites d'instructions, on appelle ça des algorithmes. En intelligence artificielle, on cherche à développer des algorithmes qui reproduisent certaines capacités de l'être humain. Reconnaître par exemple ce qu'il y a sur des images ou encore comprendre du texte. L'approche la plus simple qui a été adoptée pendant longtemps en IA, c'était de développer directement un algorithme à partir de connaissances en mathématiques ou dans un domaine particulier. Par exemple en traitement d'images. Le processus de développement était fait par des experts d'un domaine qui étaient hautement qualifiés et qui créaient l'algorithme, si vous voulez, à la manière d'un architecte. Et puis, il y a une toute autre approche, qui a inversé totalement la manière de résoudre certaines tâches en intelligence artificielle. Et cette approche, elle a déjà révolutionné l'intelligence artificielle, mais elle est surtout en train de révolutionner notre monde tout entier. Parce que c'est un paradigme de recherche et de développement qui est radicalement différent de ce qu'on connaissait avant. Au lieu de trouver une solution directement à un problème, ce qui peut être très compliqué, on peut créer un système qui va utiliser des exemples de la tâche à accomplir et trouver un moyen de la résoudre. Un système capable d'apprendre d'une certaine manière. Et si ce système est capable d'apprendre une tâche, on peut s'attendre à ce qu'il soit capable d'en résoudre d'autres. Ce serait extrêmement efficace pour résoudre d'autres tâches et qui surtout nous rendrait moins dépendants d'experts dans chaque domaine particulier. Cette approche était au centre des recherches en IA pendant des dizaines d'années, mais a commencé à être utilisée seulement à large échelle depuis la fin des années 2000. Et pour une raison très simple, c'est que pour être efficace, elle a besoin de beaucoup d'exemples et donc de données, mais aussi d'ordinateurs assez puissants pour trouver ces solutions. Et ça, c'est possible que depuis une quinzaine d'années, grâce premièrement à Internet qui a fourni de vastes quantités de données, mais aussi à l'augmentation de la puissance des ordinateurs. Mais lorsque ces conditions sont remplies, cette approche s'avère largement plus efficace que la première. Mais alors concrètement, comment une machine peut-elle apprendre ? On va prendre un exemple simple, parce qu'il nous est familier, la reconnaissance d'images. Imaginons que je vais faire apprendre à une machine à reconnaître des images sur lesquelles il peut y avoir des chiens, des voitures ou des fraises, au hasard. On attend d'elle qu'elle puisse détecter quelle catégorie est sur une image qu'on lui a donnée. Pour cela, je possède un certain nombre d'exemples, c'est-à-dire des images de ces diverses catégories, ainsi que les étiquettes qui vont avec. Donc j'aimerais avoir une machine, quand je lui donne l'image d'un chien, elle me donne en sortie l'étiquette chien, ou voiture quand je lui donne l'image d'une voiture, etc. Pour arriver à ça, on a besoin de 4 ingrédients essentiels. Et c'est en comprenant ces 4 ingrédients qu'on peut comprendre comment une machine peut apprendre, mais surtout comprendre les limites de ce genre de technologie. Le premier ingrédient, c'est facile, on vient d'en parler, c'est les données. Dans notre exemple, un tas d'images de chiens, de voitures et de fraises et les étiquettes correspondantes. Toutes ces données réunies, on appelle ça un jeu de données.
Le deuxième ingrédient, c'est notre machine, sous la forme d'un algorithme ou d'un modèle mathématique, qui va faire le lien entre ce qu'on lui donne, ici les images, et les étiquettes correspondantes. Et cette machine, elle doit donc être capable d'apprendre. Donc on va la doter de paramètres. Ces paramètres vont changer son comportement, c'est-à-dire sa façon de répondre lorsqu'on lui donne une image. Avec les paramètres dans une certaine position, la machine va répondre voiture à cette image par exemple. Et puis si on bouge les paramètres de position, elle va répondre chien. Vous noterez que cette deuxième position donne une réponse qui correspond réellement à ce qui est sur l'image. Et bien ça nous permet de donner une première définition de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est trouver les valeurs des paramètres qui permettent à la machine de remplir correctement sa tâche. Dans notre exemple, c'est les valeurs des paramètres qui maximisent la probabilité d'avoir chien comme réponse de la machine quand on lui donne l'image d'un chien. Alors, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans la machine, mais il y a plein de méthodes et de familles de modèles très différentes. Une de ces familles, c'est les fameux réseaux de neurones artificiels ou encore l'apprentissage profond par exemple. Mais tout ça, on va le découvrir dans de futurs épisodes. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment trouver ces bonnes valeurs? C'est là qu'entre en jeu notre troisième ingrédient. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est définir la tâche à accomplir de manière extrêmement précise, mathématiquement donc. Cette définition, elle doit décrire par un nombre à quel point les réponses données par la machine sont proches de celles qu'on attend. C'est un peu comme une cible dont le centre serait la réponse attendue et les fléchettes les réponses données par la machine. Et la distance de la fléchette au centre de la cible serait donc le nombre qui décrit la qualité des réponses de la machine et de ses paramètres. Plus ce nombre est petit, meilleures sont les réponses de la machine. Et grâce à ça, on peut raffiner notre concept d'apprentissage. L'apprentissage, c'est trouver des valeurs des paramètres qui permettent à la machine de tirer des fléchettes au plus proche du centre de la cible. Alors, dans notre exemple, comment ça se passe? Alors, notre machine, quand on lui donne une image, elle ne répond pas par du texte brut comme ça. Elle donne plutôt une suite de nombres qui correspondent aux probabilités pour chaque étiquette possible. Par exemple, là, elle nous dit qu'il y a 20% de chances que ce soit un chien, 50% que ce soit une voiture et 30% que ce soit une fraise. Et vous l'aurez compris, cette sortie, c'est l'équivalent de nos fléchettes. Et la cible, ce qu'on attend de notre machine, ici, ce serait d'avoir 100% pour l'étiquette chien lorsqu'on lui donne une image de chien et 0 pour toutes les autres. Maintenant, il nous faut un moyen d'avoir un nombre qui définit la distance entre la sortie de notre machine, les fléchettes en bleu, et la cible ici en vert. Et c'est comme ça qu'on obtient notre troisième ingrédient qui va nous permettre de mesurer cette distance. Et pour mesurer cette distance, on va utiliser une définition mathématique qu'on appelle une fonction objectif. Cette fonction prend la sortie de la machine et la cible pour calculer cette distance. Et plus elle approche de 0, meilleures sont les réponses de notre machine. Et donc, on peut encore raffiner notre concept d'apprentissage. L'apprentissage, c'est trouver des paramètres qui minimisent cette fonction objectif. Et ce concept de fonction objective, c'est une notion centrale en machine learning qu'il faut bien comprendre parce qu'elle nous permet de comprendre ce qu'on peut faire ou non dans ce domaine. Premièrement, ça veut dire que pour faire apprendre une tâche à notre machine, on doit être capable de la définir extrêmement précisément. Tellement précisément qu'on doit pouvoir écrire une équation mathématique qui la définit. Et en plus, cette équation doit avoir certaines propriétés mathématiques dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais qui limitent notre choix de fonction. Deuxièmement, on va avoir une fonction objective pour chaque tâche. Dans notre exemple d'image de chien, de voiture et de fraise, c'est une tâche dite de classification. Mais on pourrait très bien vouloir prédire une seule valeur, par exemple la valeur d'une action dans un mois, à partir d'indicateurs économiques. Une tâche qu'on appelle une régression. On peut avoir des fonctions objectives différentes selon qu'on vise une tâche de classification ou de régression, mais on va aussi avoir plusieurs fonctions pour une seule tâche. Et les paramètres qui la minimisent vont être plus ou moins faciles à trouver selon la fonction. Donc on va avoir plusieurs fonctions, plus ou moins précises et plus ou moins faciles à apprendre. Une grosse partie du travail en machine learning, c'est de trouver une bonne fonction objective, et beaucoup d'avancées dans ce domaine ont été faites grâce à la découverte de meilleures fonctions objectives. Maintenant, il nous reste à savoir comment trouver les valeurs des paramètres qui minimisent cette fonction. Et ça tombe bien parce que c'est un type de problème assez connu qu'on appelle des problèmes d'optimisation. C'est étudié depuis très longtemps et on a plein d'algorithmes assez efficaces pour ça. Et donc notre quatrième ingrédient, c'est un algorithme d'apprentissage. On va pas rentrer dans les détails de ces algorithmes, ça sera pour de futurs épisodes de l'IA en bref, mais globalement, la plupart travaillent de manière itérative. On va donner un petit échantillon à la machine et voir comment elle répond. Grâce à la fonction objectif, on va savoir à quel point ces réponses sont proches ou loin de la cible. Avec cette information et quelques astuces mathématiques, on va savoir dans quelle direction bouger les paramètres pour faire baisser cette fonction objectif. On ne va donc pas chercher directement les bonnes valeurs au premier coup,
mais on va juste bouger un petit peu les paramètres et recommencer avec de nouveaux échantillons. On va faire ça plein de fois, avec plein d'exemples différents de notre jeu de données, et petit à petit, la fonction objectif va baisser. Et avec un peu de chance et de savoir-faire, notre machine, elle va apprendre la tâche qu'on veut lui faire apprendre. On a donc nos 4 ingrédients. 1. Un jeu de données avec leur étiquette. 2. Une machine sous la forme d'un algorithme ou d'un modèle mathématique muni de paramètres. 3. Une fonction objective qui nous permet de définir très précisément une tâche et la cible à atteindre. Pour 4. Notre algorithme d'apprentissage qui va chercher les bonnes valeurs qui permettent d'atteindre la cible. Voilà comment une machine peut apprendre. Et comprendre ce mécanisme permet aussi d'en comprendre les limites. Alors le type d'apprentissage que l'on a introduit ici s'appelle l'apprentissage supervisé parce que pour chaque exemple, on a l'étiquette correspondante. Il y a d'autres types d'apprentissage plus souples à ce niveau, mais on en reparlera aussi dans de prochains épisodes. Mais on peut déjà voir une limite importante, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'exemples, d'images par exemple, mais surtout des étiquettes. Et ces étiquettes sont données en fait par des êtres humains, qui vont devoir aller sur chaque exemple, chaque image, pour les étiqueter. Et comme certaines tâches ont besoin de millions, voire de milliards d'exemples, ça vous donne l'ampleur du travail nécessaire pour créer un jeu de données utilisable. Et ça vous donne surtout une idée de la valeur des données que vous et moi nous produisons chaque jour. C'est pour ça que les chercheurs en machine learning cherchent depuis longtemps un moyen de se débarrasser de cette contrainte. Mais tout ça, c'est un ensemble de sujets que l'on va aborder dans de futures vidéos. En attendant, c'était Artificialis, à bientôt.